Alors, nous allons commencer. Nous avons beaucoup de contenu à couvrir. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Je suis Jessica Fern, directrice des affaires mondiales chez la Cannes SFA. Je suis très heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour notre troisième webinaire de 4 sur les outils liés aux enquêtes radar. Alors, quelques détails logistiques. Tout d'abord, désolé pour ceux qui les connaissent déjà, vous les avez déjà entendus, mais voilà, si vous êtes avec nous pour la première fois, je vais vous donner les instructions nécessaires. Alors, à l'écran, ainsi que dans un courriel qui vous a été envoyé, vous devriez avoir les instructions pour écouter l'interprétariat en simultané. Alors, il s'agit d'aller sur interprète.world et d'utiliser l'identifiant Radar Coverage, tel que vous le voyez à l'écran. Et vous pourrez ensuite écouter en anglais ou en français. Interprenet offre aussi l'option de se connecter par application sur appareil mobile. Les instructions sont également à l'écran et vous devriez normalement les avoir reçues par courriel également. Même identifiant pour l'événement Radar Coverage. Si vous avez des préoccupations, s'il vous plaît, communiquez avec Tina Larochelle. Ce sera notre opératrice pour la session d'aujourd'hui. Alors, de nouveau, bienvenue à ce troisième webinaire de 4 par rapport aux outils pour les enquêtes de couverture. Alors, je sais que les thèmes abordés aujourd'hui vous intéresseront beaucoup. Alors, le titre aujourd'hui est Au-delà de l'identification par sexe, un guide de l'analyse selon le genre. Alors, pour un instant, ou dans un instant plutôt, nous allons passer au contenu, mais voilà quelques fonctions de Zoom que vous pourrez utiliser. Alors, vous pourrez poser votre question dans la fenêtre de clavardage sur Zoom. Nous allons suivre vos questions là-dessus. C'est aussi un bon endroit pour écrire directement à Tina Larochelle si vous avez besoin d'assistance technique. Que ce soit parce que vous n'êtes pas capable de bien entendre ou quoi que ce soit. Les séances sont enregistrées et elles seront rendues publiques après le 4e webinaire. Donc, elles seront publiées en bloc. Et vous pourrez donc les ajouter à votre arsenal de ressources. Cela signifie également que votre nom en tant que participant pourrait apparaître à l'écran. Alors, si vous ne souhaitez pas que cela arrive, vous pouvez vous renommer sur Zoom. Vous allez dans le coin sur Zoom dans lequel vous voyez votre nom. Il y a 3 petits points. En cliquant là-dessus, vous devriez pouvoir vous renommer. Vous pourriez donc indiquer votre organisation ou quoi que ce soit d'autre. Si vous avez de la difficulté à le faire, Tina pourra vous aider ou le faire pour vous au besoin. Nous allons donc à présent écouter Rosemary de Johns Hopkins University. Pour les personnes qui n'auraient pas encore ouvert ce lien, vous voyez le lien à l'écran. C'est donc lié au contenu que nous allons couvrir aujourd'hui. Alors, Rosemary, à vous. Parfait, merci. Alors, je partage mon écran. Alors, bienvenue à tous. Je suis Rosemary Morgan. Je suis dans le département de santé internationale à Johns Hopkins Bloomberg.
mais je viens du Canada, de Vancouver. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui de l'intégration des considérations sexospécifiques dans nos enquêtes de couverture en santé. Comment incorporer vraiment une perspective sexospécifique dans nos enquêtes? Comme je l'ai dit, je suis à Johns Hopkins Bloomberg et je travaille sur les projets liés à la question des sexes et des disparités entre les sexes. J'ai aussi un cours offert sur les analyses et les réponses en matière de sexospécificité en santé. Et je fais partie aussi d'un institut canadien en santé avec Julia Smith pour se pencher sur les effets de la COVID-19 sur les personnes et voir les distinctions et les disparités entre les sexes de ce côté-là. Mes pronoms sont elle. Voilà. Alors, maintenant, je passe le micro à Henri. Je suis un étudiant au doctorat à Johns Hopkins en épidémiologie. Je m'intéresse à différentes questions en santé mondiale et je vais présenter un peu plus les résultats de l'enquête de couverture que nous avons fait. Et voilà, je suis excitée d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Emily Wilson. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous euh, la semaine passée. Je travaille aussi sur des aspects d'analyse dans les projets radar et je suis là en soutien pour l'analyse des données. Mon pronom donc serait elle. Merci Emily. Alors avant de plonger, nous aimerions reconnaître le territoire autochtone sur lequel nous sommes. Nous sommes donc tous à différents endroits. Euh, alors, comme c'est un événement décentralisé, on vous invite à tout simplement reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez dans le clavardage. Alors, Emily va commencer en situant ici le contenu qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, alors, pour parler du projet Radar, il y a 5 outils parmi la gamme d'outils Radar. Nous avons List, Lives Saved Tool, ou l'outil de vie sauvée. Nous avons un outil sur le modèle de répercussion, sur l'implantation et l'évaluation de la qualité des soins, les enquêtes de couverture. L'outil des vies sauvées se concentre sur les interventions qui auront les plus grandes répercussions en contexte de programme en particulier. Et on se penche sur les raisons pour lesquelles une intervention fonctionne ou non. La question est donc de se dire, est-ce que les répercussions qu'on souhaitait avoir ont été bien atteintes? Maintenant, les enquêtes de couverture, ça se penche sur les femmes et les enfants qui ont besoin des interventions. Est-ce qu'ils y ont accès? En gros, c'est la question. Chaque outil, chacun de ces 5 outils comporte de la documentation et voilà plusieurs facettes qu'on appelle aussi des outils parmi les outils. Ils sont donc répertoriés ici.
Vous voyez qu'aujourd'hui, nous nous concentrons sur les outils d'analyse de données sexospécifiques. Nous allons vous aider à savoir comment implanter une telle analyse. Voilà, désolé, mon micro était coupé. Alors, parfait. Voici ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer par comment incorporer une analyse sexospécifique dans nos enquêtes de couverture, le processus et les outils pertinents. Ça peut être utilisé non seulement dans les enquêtes de couverture, mais aussi pour la recherche et l'intervention en général. L'idée est d'avoir une approche systématique pour incorporer des analyses sexospécifiques à votre travail. Ensuite, nous allons partager des constats que nous avons faits dans une enquête de couverture menée en Tanzanie. Alors, vous allez voir vraiment l'application de nos conseils et de nos constats. Et ensuite, nous aurons une période de discussion en petits groupes. Comme mentionné, si vous avez des questions à n'importe quel moment, s'il vous plaît, mettez-les ou écrivez-les pardon, dans la fenêtre de clavardage. Et nous allons nous arrêter quelques fois au cours de la séance pour y répondre. Et avant de plonger dans le contenu, nous avons un sondage à vous proposer. Alors, prenons un moment, s'il vous plaît, pour répondre à ce sondage. La question est, combien d'expérience avez-vous en analyse sexospécifique? C'est juste pour nous donner une idée de votre niveau d'expérience sur le sujet aujourd'hui. Alors, prenez un moment pour répondre à la question. Et s'il vous plaît, on pourrait avoir les résultats publiés par la suite? Merci. Merci beaucoup. Alors, il semble que nous avons une certaine diversité. Certains ont beaucoup d'expérience en la matière, d'autres un niveau d'expérience intermédiaire et d'autres peu d'expérience. Alors, ça nous aide de savoir cela. Bien sûr, certains points seront déjà connus par certains et d'autres pas. Alors, si vous avez quoi que ce soit à ajouter, vous êtes les bienvenus de le faire. J'aimerais commencer par une citation. Ça vient d'un article que nous avons publié en 2016. L'article portait sur la recherche en matière de santé. Et ici, par analyse sexospécifique, on entend le processus d'analyser les dynamiques et les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes et de savoir comment ces dynamiques affectent la vie des gens et génèrent des disparités dans leurs besoins, dans leurs expériences et comment les politiques, les services et les programmes nous aident à diminuer ces inégalités. Pourquoi voudrait-on intégrer ceci dans nos enquêtes de couverture sur la santé maternelle et infantile? Pourquoi est-ce qu'on a trouvé cela important? L'une des raisons est que le contexte de nature sexuée dans nos interventions euh, est l'un des éléments à considérer. Notre monde est sexué et on le voit en cette période de COVID-19 en particulier. Et vraiment, les contextes euh, précis varient énormément et on doit bien comprendre les circonstances et le contexte pour s'assurer que les interventions et les programmes qu'on met en place vont bien se pencher sur ces disparités et non pas renforcer des inégalités
mais plutôt les faire évoluer la dynamique homme-femme. En faisant cela, on peut mieux comprendre comment on peut atteindre notre public cible dans le code d'enquête de couverture. On veut bien comprendre comment les rapports de pouvoir hommes-femmes peuvent affecter l'efficacité de nos interventions. Et nous allons nous pencher là-dessus un peu plus dans un moment. Mais on veut bien comprendre ces relations et ces dynamiques et à ce moment-là, si on les comprend, on peut modifier nos interventions pour s'assurer qu'elles soient sexo-accommodantes et sexo-transformatrices. En gros, cela veut dire qu'on tient en compte les rapports de pouvoir hommes-femmes et s'assurer que nos interventions ne renforcent pas de disparités. Et bien, ça peut toucher différentes sphères, avoir des interventions précisément sur les questions spécifiques, sexo-spécifiques, pardon, ou offrir des services dans un certain horaire selon les disponibilités des hommes, des femmes, ça peut toucher différentes choses. Comment est-ce qu'on incorpore donc cette analyse dans nos athlètes de couverture? C'est avec des indicateurs sexospécifiques. Et on va parler du processus, mais en faisant une analyse sexospécifique, nous avons pu cerner si et comment les rapports de pouvoir hommes-femmes affectent l'efficacité des interventions et d'évaluer et de mesurer les changements dans les disparités et inégalités hommes-femmes comme déterminant social qui influence les résultats en matière de santé. Alors, voici la marche à suivre, si on veut, la démarche que nous avons utilisée. Ces étapes sont donc applicables à votre travail. Et on ne va pas aller passer chaque étape en détail, mais les principales. Donc, premièrement, avoir un cadre d'analyse sexospécifique pour identifier des sphères ou des domaines liés donc à des différences hommes-femmes. On veut s'attarder bien sûr à comment les inégalités hommes-femmes se manifestent en termes d'inégalités en santé. Ça peut être qualitatif ou quantitatif, mais bien sûr, il est difficile de poser des questions directement sur les rapports de pouvoir, puisque c'est une question à multiples facettes. Alors, avoir un cadre, c'est d'avoir des indicateurs qui démontrent justement le rapport des pouvoirs hommes-femmes. Nous avons un tel cadre ici, nous l'avons publié justement dans l'article que j'ai mentionné il y a quelques minutes. Il y a différents cadres que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez en haut, qu'est-ce qui constitue les dynamiques ou les rapports de pouvoir hommes-femmes? Donc, la première question, qui a quoi? Donc, l'accès aux ressources. Comment est-ce que on obtient des différences euh, entre les hommes, les femmes, les personnes non binaires, quoi que ce soit? Vous avez donc des différences par rapport à l'éducation, les compétences, revenus, etc. L'autre question, qui fait quoi? Donc, une question des rôles, qui fait quelle tâche, autant au sein du foyer qu'à l'extérieur. Donc, comment est-ce que les rapports de pouvoir affectent la participation aux tâches, etc. Comment les valeurs sont-elles définies? Donc, on parle de normes sociales, d'idéologie, de croyances, différentes perceptions de ce que signifie être
une femme, être un homme, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin? Et dernière question, qui décide? Comment est-ce que les rapports de pouvoir peuvent mener à des prises de décision plus ou moins influencées par l'homme ou la femme, des décisions autant formelles qu'informelles. Ensuite, on veut se pencher sur la manière dont est négocié le pouvoir entre les gens, tant sur le plan individuel que structurel et environnemental. Alors, nous avons développé un modèle pour démontrer comment les rapports de pouvoir hommes-femmes se manifestent et affectent la santé. Nous n'allons pas aller en détail là-dedans, mais vous voyez à gauche, alors, qu'est-ce qui constitue des rapports de pouvoir hommes-femmes? On parle aussi des politiques, des lignes directrices et procédures. Ça, c'est un cinquième domaine par ailleurs dans un autre modèle ou un autre cadre que vous connaissez peut-être. Mais voilà. Comment les relations et la dynamique homme-femme affectent la santé et l'accès aux soins de santé? C'est là-dessus qu'on veut se pencher, évidemment. Alors, vous avez la section, vous la voyez un peu mieux sur la diapo. Alors, voilà quelques manières dont les disparités hommes-femmes peuvent se manifester. Ça pourrait être un problème d'accès à des ressources, peu de valeur sur la santé de la femme, les normes par rapport à qui devrait être sexuellement actif et quand. Euh, voilà, il peut avoir, vous voyez la liste qui va jusqu'à la violence sexuée. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais ça vous donne une idée de ce qui pourrait affecter des aspects liés à la santé et donc nos interventions. Troisième étape, une matrice d'analyse. Je crois que c'est une étape clé. C'est une manière de s'assurer qu'on incorpore bien cet aspect-là de manière systématique. Nous voulons cartographier certaines considérations sexospécifiques en matière donc, de santé maternelle, infantile et néonatale. Vraiment, c'est un outil de remue-ménage pour cerner des considérations, par exemple des barrières, des occasions qui sont pertinents à la santé ou au système de santé. C'est un outil pour le développement de questions et le discernement des bons indicateurs en termes d'analyse sexospécifique. Alors, en utilisant cette matrice, on peut avoir des interventions qui soient appropriées de manière systématique. On peut identifier certaines choses par une analyse sexospécifique avec un jeu de données existant et on peut identifier des considérations pour les programmes et politiques. Et voici certains aspects également qui peuvent être cernés et qu'on peut développer. Des questions d'analyse à la fois qualitatif et quantitatif. On veut aussi développer des codes et des variables pour le cas d'une analyse qualitative ou quantitative selon le cas, et des indicateurs sexospécifiques pour le suivi et l'évaluation. Alors, premièrement, on identifie les sphères ou les domaines. J'en ai mentionné un, il y en existe d'autres. Et on veut vraiment cerner les domaines qui sont pertinents à votre sujet de recherche. Ensuite, on développe une matrice qui serait donc un tableau où les colonnes sont des domaines sexospécifiques et les lignes sont des thèmes. Et à ce moment-là, on identifie les considérations sexospécifiques ou les questions à analyser. Et finalement, par exemple, si il y a un manque d'accès à l'éducation chez les femmes,
Ça peut être une question, mais bien sûr, elle contient une certaine présupposition. Alors, on pourrait dire à quel point est-ce que les femmes ont accès à l'éducation. Alors, de cette manière, on ne présuppose pas qu'elles n'y ont pas accès. Et à partir de là, on génère des données probantes pour se pencher sur les considérations sexospécifiques et répondre à des questions d'analyse sexospécifique. Comme je le disais, encore une fois, ça peut être qualitatif ou quantitatif. Ici, vous voyez donc une matrice d'analyse sexospécifique et nous allons vous transmettre un lien pour que vous ayez accès, pour avoir une matrice complétée ainsi qu'un gabarit que vous pouvez utiliser et adapter. Alors, vous voyez ici les 4 domaines. Nous avons donc l'accès aux ressources et aux services. On veut aussi avoir des strates avec d'autres facteurs pour s'assurer qu'on ait une approche transversale. Donc, on ne veut pas s'attarder seulement aux différences hommes et femmes, mais aussi au sein des hommes et au sein des femmes. Et comment différents facteurs affectent la marginalisation ou la vulnérabilité. Donc, ici, on parle vraiment de la prévalence, des proportions, donc des données quantitatives. Et en posant des questions, on peut voir les disparités, les cerner, savoir si elles existent, bien sûr, premièrement. Mais à droite, on voit l'explication de pourquoi les disparités existent. Alors, ici, la question vraiment d'analyse sexospécifique aide à répondre à la question pourquoi. Donc, est-ce que c'est une question, par exemple, du fait que les hommes et les femmes font différentes tâches pendant la journée et ont donc un accès plus ou moins restreint à certains soins de santé? Alors, vous pouvez ainsi cerner de quelle manière les rapports de pouvoir hommes-femmes peuvent affecter, par exemple, l'accès et l'utilisation de services en santé. Vous pouvez avoir beaucoup de lignes, mais typiquement, il y en aura 4 ou 5 domaines pour lesquels on va avoir des questions. Et la prochaine étape, l'étape suivante, une fois qu'on a les questions, mais bien sûr, on ne peut pas poser ces questions-là directement. Alors, il y a un processus de priorisation qui se fait, qui peut prendre diverses formes, mais dans notre cas, ce que nous avons fait, c'était d'avoir des indicateurs validés dans nos enquêtes. On ne voulait pas créer de nouvelles questions qui n'avaient pas été validées et testées. Alors, on a regardé nos données et on s'est penché sur quelles données pourraient être utilisées comme indicateurs. Nous avons utilisé ça comme indicateur et nous les avons incorporés à nos enquêtes de couverture. Alors, les indicateurs de disparité hommes-femmes. Ça nous aide d'avoir bien sûr les données ventilées par sexe pour les cerner. Et bien sûr, des indicateurs de disparité sont des déterminants qui peuvent nous aider à mesurer les facteurs de risque en matière de santé. Donc, les rapports de pouvoir hommes-femmes peuvent résulter en différents niveaux d'accès par rapport au rôle et tout ça attribuable aux hommes, aux femmes. Les indicateurs peuvent être reliés à des aspects économiques, socioculturels, légaux, politiques. Par exemple, ici, est-ce que la femme a quelque chose à dire par rapport aux décisions, par rapport à sa santé, l'attitude par rapport au fait d'utiliser la violence envers sa partenaire,
la capacité à refuser une relation sexuelle, etc. Donc ça peut être utilisé comme indicateur. Et voici des exemples. On ne va pas les passer en revue en détail. De nouveau, vous avez des ressources sur notre site web pour les regarder. Mais voilà, nous avons les indicateurs, pardon, leur définition, numérateur, dénominateur, la source de la donnée, où au fond a-t-on obtenu cette donnée, la référence et la question qui était posée. Et avant de passer à la prochaine étape sur la priorisation et l'incorporation des indicateurs sexospécifiques, je voulais vous demander si vous aviez des questions, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations. Donc, arrêtons rapidement et voyons si vous avez des questions avant de poursuivre. Émilie, y a-t-il des questions? Non, pas dans le clavardage. D'accord. Merci. Je vous invite à inscrire vos questions dans la boîte de clavardage si vous en avez au fur et à mesure. La prochaine étape, c'était de prioriser les indicateurs sexospécifiques. On n'en a plus que ce que l'on peut inclure dans l'enquête et une autre condition était que il voulait que ce soit très convivial. Donc, plutôt qu'avoir beaucoup de questions, nous voulions que les questions sexospécifiques soient incluses d'une façon qui n'allait pas provoquer davantage de travail. Donc, dans ce processus, nous avons identifié des indicateurs qui étaient recommandés. Donc, quels sont ceux que nous devrions prioriser? Et c'est peut-être une question de faisabilité ou de temps. Par exemple, les questions qui traitent de la distribution du travail et des rôles, souvent c'est relié à l'utilisation du temps. Ça peut être long à y répondre dans une enquête. Donc, on a dû se résigner à ne pas les inclure. Et on a aussi inclus des indicateurs supplémentaires qui pourraient être inclus si le temps le permet. Et on a travaillé pour prioriser et passer en revue les questions à inclure, les questions à ne pas inclure et pourquoi, quelle justification pour le faire ou ne pas le faire. Et à travers le processus, nous avons choisi des indicateurs et Henri va vous les mentionner quand il va présenter, mais nous avons indiqué ces indicateurs sexo spécifiques dans le sondage de couverture et en plus, on a mis un module de prise de décision. Plusieurs questions peuvent être incorporées dans différents modules sur la planification familiale, par exemple. Mais nous avions des questions qui ne s'intégraient pas bien dans les modules. Donc, nous en avons créé un nouveau. C'était le travail et la prise de décision qui regardait l'emploi, l'accès aux ressources, le pouvoir décisionnel que nous pourrions inclure. Et nous avons développé un sondage pour les hommes qui pouvait être mis en œuvre en même temps que celui pour les femmes. Donc, pour voir comment les femmes répondaient aux questions et si l'attitude était la même pour les hommes. Donc, voici quelques exemples de nos indicateurs définitifs. Encore une fois, tout cela se trouve sur le site web Radar dans les questions liées sexospécifiques qui sont incluses. Donc, vous voyez le nom d'indicateur, sa définition, le détail pertinent, les numérateurs, dénominateurs et exactement quelles questions dans l'enquête de couverture. Et si vous regardez les questions pour les numérateurs, le modèle décisionnel des M est celui qui vient d'être créé. Et les autres sont des modules préexistants où on a inclus les questions préexistantes. Donc, j'aimerais terminer la session en mentionnant le site web. Donc, le projet Radar a des outils et ressources pour les sondages sexospécifiques dont Émilie a parlé, mais les outils que nous avons pour l'analyse sexospécifique, y compris le modèle genré, pour couvrir les sondages des indicateurs de couverture et mise en œuvre des forces et qualités, de même que les questions analytiques et le gabarit de matrice d'analyse sexospécifique, de même qu'une matrice
d'inférence sexo-spécifique et Henri va vous en parler davantage. Donc, je vais m'arrêter maintenant. Je vous demande si vous avez des questions et sinon, nous allons passer à la deuxième partie de notre présentation. Il ne semble pas y avoir de questions. C'est bien beau. Alors, si vous avez des questions en tout temps, vous pouvez les poser et nous pourrons y revenir. Donc, Henri, à vous. Alors, Henri est encore en sourdine. Ah, merci. Alors, donnez-moi le temps de partager mon écran. Donc, maintenant, je vais présenter les résultats et l'analyse en utilisant les questions développées dans la première partie, la matrice, et je vais parler précisément de comment nous allons évaluer la dynamique reliée entre hommes et femmes. Henri, pourriez-vous modifier votre écran parce que nous voyons la diapo en attente? Donc, modifier la présentation de votre écran. Je crois que c'est dans les configurations. C'est parce que vous êtes en mode présentateur. Ah, je m'en excuse. Quand j'ai fait ça la dernière fois, ce n'était pas arrivé. Bon, laissez-moi essayer à nouveau. Là, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est parfait. Merci. Alors, c'est un survol des indicateurs de genre que nous allons utiliser et les résultats liés à la santé qui correspondent à ces indicateurs et ensuite les indicateurs d'intérêt et non pas la dynamique sexospécifique dont on parle. Et ensuite, nous allons parler des analyses inférentielles qu'on a utilisées pour clarifier les résultats et finalement des conclusions qui vont être discutées dans les petits groupes pour discuter des conclusions et comment ceci peut être pertinent à vos objectifs. Rapidement, au niveau de notre étude populationnelle, nous avons réétabli l'enquête de couverture en 2002 avec des foyers en Tanzanie. Et cette analyse par grappe que je vais vous présenter a été réalisée en utilisant la pondération des échantillonnages pour tenir compte de la population générale de la région sous étude. Nous avons eu 2528 femmes répondantes et environ 1000 hommes. Et voici un exemple du sondage. Par exemple, vous pouvez constater, je ne sais pas si vous le voyez bien par contre, vous pouvez constater que nous avons des questions oui ou non, des questions par catégorie et on a les questions de référence ici. Donc, vous allez voir que toutes les questions n'ont pas nécessairement été posées à tout le monde et ça a des conséquences évidentes quand vous faites l'analyse. Et après la réalisation de l'enquête et lorsque vous obtenez les données, voici les données que nous avons importées. Ce sont les données essentielles et importantes, les mesures de contrôle de qualité aussi, de la confirmation de ce qui se trouvait sur l'exemplaire papier a été transféré sur les données sur Internet. On vérifie pour voir s'il y a des duplicats. On fait du nettoyage des données en remarquant
s'il y a des tendances et surtout dans le contexte de la dynamique sexo-spécifique, on veut voir aussi quel est le contexte social. Donc, dans le libellé de l'enquête, l'intervieweur a pu noter l'environnement global. Par exemple, qui d'autre était présent dans la salle, dans la pièce? Et dans ce cas-là, si on trouve qu'il y a des trous et vous voyez que le chef de foyer, un homme, était présent dans la salle, peut-être que cela vous indique qu'il y a une raison de croire qu'il y a un biais. Ça prend une analyse granulaire pour faire ça, mais je n'entrerai pas dans ce détail-là. Une fois que vous avez ces données, qu'elles sont nettoyées et que tout est relativement complété dans la mesure du possible, vous regardez s'il y a des oublis, des manques. Et quand vous faites l'encodage, ici, les pondérations sont importantes, mais surtout lorsqu'on entre au niveau des ménages et de l'analyse à parier, il est important de voir inaudible. Donc, si vous avez des sondages des hommes, des femmes, ils ne sont pas nécessairement appariés. Si ce sont un homme ou une femme dans une relation matrimoniale ou simplement dans un ménage, il est important de faire la distinction. Maintenant, pour rentrer dans nos indicateurs sexo-spécifiques, comme on l'a mentionné, on doit faire une analyse de désagrégation et on doit aussi, en général, faire en sorte que notre analyse soit reproductible. Il faut que statistiquement, ça soit fait relativement simple, mais il ne faut pas avoir des questions qui suscitent des réponses. Et aussi, on a réalisé un sondage auprès des hommes et je dois reconnaître que ce n'est pas toujours faisable dans tous les contextes, mais là, ce que c'est fait, on trouve des résultats intéressants. Dans ce cas-ci, on a échantillonné 50% des ménages et tous les hommes étaient admissibles. On leur a posé des questions personnelles, leur âge, la planification familiale, s'ils contribuaient ou participaient, leur travail et prise de décision, de même que leur avis et leurs attitudes au niveau de la relation. Et bien sûr, l'enquêteur peut faire ses propres observations, à savoir qui était dans la pièce, etc. Et dans ce sondage, les données sur les relations n'ont été corrigées que pour les chefs de ménage. Donc, le chef de ménage, il est noté. Tous les autres dans le sondage doivent être dans une relation quelconque avec eux. Donc, vous pouvez limiter votre étude seulement sur ceux qui sont mariés, mais le problème à ce niveau, c'est que si vos données ne sont reliées qu'au chef de famille, si c'est un homme ou une femme qui est chef de famille, là, à ce moment-là, vous pouvez établir la relation. Mais si, par exemple, vous avez une femme qui est chef de famille monoparentale et ses enfants ou sa tante ou son oncle ne seraient pas nécessairement inclus dans ce ménage. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand nous réalisons ces sondages. Donc au niveau des mesures séparées par sexe, même si c'est de l'information utile dans l'ensemble, ça peut vous donner un survol de la qualité, la zone géographique, l'analyse et surtout, d'un point de vue programmatique, un de vos objectifs est d'affecter les gens, de mesurer leurs attitudes. Donc, ça pourrait être une façon utile de voir inaudible. Alors, quelle est la population qui pourrait ou ne pourrait pas. Donc, quelle est la portion pertinente de la population avec laquelle vous travailleriez? Par contre, encore une fois, dans ce cas-ci, il peut y avoir des gens non appariés dans le ménage. La question est, est-ce que vous êtes intéressé par la dynamique du ménage ou inaudible? Et donc, voici une des grandes questions que nous utilisons
qu'on posait aux hommes et aux femmes dans l'enquête. Dans ce cas-ci, avez-vous habituellement la permission de sortir seul ou devez-vous être accompagné ou n'avez-vous pas le droit? Et dans l'enquête sur les hommes, pensez-vous que la partenaire ou la femme d'un homme devrait avoir la permission de sortir seul, accompagné ou pas du tout? Donc, vous voyez que le libellé est légèrement différent. Donc, je voulais mentionner ici également que la façon de libeller une question fournira des occasions de biaiser la réponse. Ça a des conséquences au niveau de l'interprétation de vos résultats, mais aussi ça va affecter la validité de vos réponses. Bien sûr, qui était dans la pièce, comment la femme perçoit-elle l'enquêteur? On se préoccupe de plusieurs biais. Il y en a, c'est par exemple, si vous avez un enquêteur qui semble vouloir un type de réponse. Des fois, les gens vont devenir mal à l'aise. Ils ne voudront pas être en désaccord. Donc, ils vont donner la réponse qu'ils pensent que l'enquêteur veut avoir, mais ça ne représente pas vraiment ce qui se passe dans le ménage. Une autre occasion de biais potentiel, c'est que habituellement, ça peut avoir différents sens pour différentes personnes. Par exemple, habituellement, ça peut vouloir dire 60% du temps pour une personne, 80% pour quelqu'un d'autre. Et aussi, du côté codage, comment codez-vous cette réponse? Une option serait de distinguer les catégories. Donc, être capable d'aller seulement seul ou seulement accompagné ou pas du tout. Ou vous pourriez développer une dichotomie. Et c'est ce que l'on fait avec plusieurs variables, parce que nous croyons que pour une analyse initiale, le point le plus intéressant serait la dynamique liée au sexe plus générale. Par exemple, dans ce cas-ci, avez-vous le droit d'aller seul à un endroit ou l'endossement. En d'autres mots, pouvez-vous aller à un endroit seul ou si vous étiez accompagné par quelqu'un ou si vous ne pouvez pas y aller, ça serait regroupé comme n'appuyant pas cette pratique. Et vous pourriez aussi avoir pas du tout comme étant une catégorie autonome et être capable d'y aller dans certaines circonstances comme une catégorie distincte. Donc, c'est toujours quelque chose à garder à l'esprit. Et dans le clavardage, je crois que j'ai fermé mon écran. Est-ce que c'est revenu? Ah, parfait. Je m'en excuse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres occasions pour développer des biais? Je vais vous donner le temps de réagir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient biaiser les réponses à ce genre de sondage? Nous avons un commentaire. Donc, une question a demandé inaudible. C'est évident. Surtout lorsqu'il s'agit de sujets délicats, il faut s'assurer de comment l'enquêteur, le sondeur est perçu, leurs attitudes et comment il se présente. Vous voulez que ce soit le plus neutre possible. Comprenant bien sûr que c'est souvent impossible d'être tout à fait neutre. Et l'âge de l'intervieweur a aussi été soulevé, bien sûr. Donc, si vous avez quelqu'un de plus âgé qui interviewe quelqu'un de plus jeune, ils peuvent croire qu'ils ont une réponse à donner. Ça peut vous empêcher d'obtenir des résultats précis. Henri, j'aimerais intervenir. La question du sexe de l'intervieweur est très importante, du sondeur.
Dans les sondages de couverture, il y a des questions précises qui sont très délicates au niveau des relations sexuelles, de l'utilisation de contraceptifs et suite aux relations de pouvoir qui pourraient être en présence. C'est pour ça, comme vous l'avez dit, il y a souvent beaucoup de facteurs biaisants. Donc, dans certaines cultures, ça peut être mal vu qu'un homme pose ce genre de questions. Oui, tout à fait. Surtout dans le contexte du sondage des ménages, vous ne pouvez pas toujours changer de sondeur. Si, par exemple, vous avez une équipe avec des hommes et des femmes, ben, les femmes peuvent poser des questions aux femmes, mais ça pourrait être perçu différemment par différents membres de la maisonnée. Et aussi, les gens vont comprendre les questions différemment en fonction du contexte social. Donc, idéalement, dans l'ensemble, dans notre échantillon, quand les gens ont été appariés avec les gens qui parlent la même langue. Mais j'ai travaillé aussi au Mali et il y a énormément de langues. Et donc, il faut peut-être essayer d'avoir des sondeurs qui parlent plusieurs langues et malheureusement, d'un point de vue programme, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez devoir dire, OK, si vous parlez ces 2 ou 3 langues, on peut vous embaucher, mais sinon, on n'a pas la capacité de poser les questions dans les langues 4, 5 ou 6. Et par conséquent, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler à l'avenir. Mais dans ce cas-ci, il est mieux de parler aux gens dans la langue de leur choix plutôt que de les forcer à parler dans une langue dans laquelle ils sont mal à l'aise et ils vont commencer à vous donner des réponses qui ne reflètent pas tout à fait ce qui se passe parce que dans ce cas-là, ça va être une question de est-ce que c'est le sondeur qui va avoir de la difficulté à trouver ces mots ou le sondé. Alors maintenant, je vais passer à la prochaine diapo. Donc, dans le sondage pour les hommes, on a les mêmes genres de problèmes. Et surtout cette question, croyez-vous que le partenaire ou la femme d'un homme devrait avoir le droit d'aller à des endroits tout seul? Devrait, ça peut être interprété de différentes façons. Donc, est-ce que ça représente 50% du temps, 80% du temps? Et de plus, dans ce cas-ci, nous demandons à un homme si sa femme ou partenaire, et une autre façon de le libeller serait votre épouse ou partenaire a-t-elle la permission d'aller à différents endroits? Donc, il y a différentes façons de décrire soit la dynamique familiale ou les croyances des gens. Donc, c'est un autre facteur à prendre en compte. Donc, il y a des différences de perception au niveau des sondages pour les hommes et les femmes. Donc, quand on compare les chiffres, les résultats, il pourrait y avoir des désaccords réels. Mais si vous voyez que les variations peuvent être dues à des interprétations divergentes. Donc, dans l'ensemble, pour les chiffres qui font la désagrégation des différences entre les sexes, vous pouvez indiquer dans le clavardage si vous l'avez observé dans votre travail, mais souvent les analyses sexospécifiques se terminent au niveau des facteurs reliés au genre, mais n'analyse pas nécessairement plus profondément dans la façon dont ces dynamiques interagissent. Donc, les statistiques descriptives peuvent être très utiles pour obtenir un survol au niveau des normes, etc., mais c'est une analyse non appariée qui ne peut pas comprendre la dynamique intra-relation. Mais les statistiques inférentielles, mais si ce n'est pas apparié, c'est vraiment au niveau de la communauté. Par exemple, le fait que les femmes mentionnent qu'elles peuvent sortir de la maison plus souvent, est-ce que ça montre un résultat sur l'état de santé en général? Ça ne tient pas compte des perceptions des hommes dans cette relation.
Donc, avez-vous des questions sur ce que j'ai couvert jusqu'à présent? C'est vraiment très général, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. D'accord. Donc, une question. Avez-vous envisagé comment le niveau d'autonomie des femmes varie entre femmes mariées et non mariées? Donc, plutôt que de poser la question femme ou partenaire, bon, on l'a fait pour certaines questions, dans d'autres cas, non. Donc, ça nous introduit la prochaine partie. Donc, pour les domaines de prise de décision, beaucoup de ces questions ont été posées au niveau des femmes et partenaires, mais quand il s'agit souvent inaudible, par exemple, la femme a-t-elle le droit de refuser les relations sexuelles dans un contexte général plutôt que la femme de l'homme ou votre femme a-t-elle le droit de refuser les relations sexuelles? C'est une autre façon de le libeller. Beaucoup des nôtres traitaient davantage de ce qui se passe dans une relation maritale. Mais il faut tenir compte du fait qu'il peut y avoir différentes normes. Donc, le mettre dans le contexte du mariage, c'est une façon d'amenuiser le fait que ce soit délicat ou pas. Bon, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On pourrait l'analyser de façon avec une lentille plus intersectorielle, mais on regarde davantage les réponses en fonction de l'âge, l'ethnicité ou le statut marital des femmes. C'est là où il y a des différences à l'intérieur du groupe. C'est là où ça entre en compte. D'accord, c'est évident. Oui, c'est une analyse sur laquelle nous travaillons. Une autre question, pourquoi les questions des hommes sont-elles davantage sur les perceptions plutôt que sur des points propres aux hommes? Ben, pouvez-vous en dire plus sur ce que vous entendez exactement? Je crois le comprendre, mais je voulais simplement m'en assurer. Peut-être qu'on peut lui donner le droit de parole. Ben, est-ce que vous acceptez de parler au micro? Oui. Ce qui me préoccupe, c'est lorsqu'on parle des... Plutôt que devrait, on devrait plutôt demander permetteriez-vous à votre femme? Ou plutôt parler de femme plutôt que votre épouse. Nous sommes plus intéressés si vous êtes intéressé à entendre parler des attitudes de l'homme, ça devrait être, est-ce que vous permetteriez à votre femme? Ben, à ce moment-là, oui. Oui, merci. Oui, je crois c'est une façon de libeller ces questions qui devrait être prise en compte. À nos fins, lorsqu'on parle de la sensibilité liée aux questions, il faut s'assurer que les gens se sentent à l'aise et non pas nécessairement on veut minimiser les problèmes d'acceptabilité sociale. Voulez-vous en dire plus là-dessus? Oui, c'est une excellente question. Je crois que c'en est une. Vous allez voir dans un instant que même lorsque Henri va montrer les analyses à parier, il y a des résultats intéressants qui apparaissent. Et possiblement, le libellé peut être un facteur. Et en faisant l'analyse à parier, ça a été difficile parce que ce ne sont pas toutes les femmes dans le ménage qui avaient des partenaires.
Donc, c'est pour ça que l'analyse intersectorielle va être très, très importante. Mais maintenant, dans ma recherche qualitative, c'est important de prendre en compte la façon de poser la question. Je ne sais pas. Bon, je veux simplement m'assurer, Émilie ou Mélinda, aviez-vous des questions? Parce que je sais que vous travaillez davantage du côté qualitatif. Ou avez-vous des commentaires à cet égard? Oui, en fait, je crois que la manière de formuler une question peut effectivement fortement influencer la réponse qu'on obtient. Parfois, les gens sont hésitants, et surtout s'ils croient que leur opinion est, euh, pourrait être perçue négativement. Alors, ils pourraient être hésitants à révéler leur réel avis. Donc, il faut prêter attention à, à cela, bien sûr. Et on veut essayer de faire de sorte que les gens soient à l'aise de donner leur opinion sans dire je fais ceci ou je ne fais pas cela. Mais effectivement, oui, la formulation est d'importance ici. Oui, en effet. Est-ce que j'ai d'autres questions à répondre? Oui, allez-y. Cela pourrait être aidant d'ajouter une question pour qu'on puisse valider la cohérence. La manière dont on procède, c'est une question d'évaluer les perceptions dans une communauté et souvent euh, la dynamique entre en jeu. euh, on se- la personne peut se dire, bon, voici comment les choses devraient être et tout ça. Mais pour ma part, c'est différent. Euh, j'ai mon propre avis et je fais ce que je veux différemment de l'attente généralement euh, qu'on a dans la société, dans la communauté. Donc, ce que je fais moi en tant que personne, c'est différent de ce qui est généralement accepté. Euh, et parfois, les gens peuvent se dire, ah bon, je vais répondre selon euh, la tendance du groupe et non pas selon la tendance ici ou la réponse de l'individu. Oui, c'est un excellent point. C'est définitivement quelque chose qu'on doit tenir en compte dans l'interprétation des résultats. Certaines questions portent vraiment sur le ménage, d'autres sur la communauté. Et oui, je pense que ça nous montre certaines des limitations et des problèmes par rapport aux questions validées dans les enquêtes de population en santé. Euh, il y a du travail qui a été fait sur les indicateurs spécifiques et vous avez peut-être vu le site web Emerge. Enfin, je crois que le mois passé, il y a des renseignements qui ont été mis à jour et ça répond à certaines des questions que vous soulevez. Alors, nous retournons maintenant à Henri. Oui, effectivement, il y a certaines nuances ici par rapport auxquelles on est limité, mais il y a d'autres types d'études qu'on peut utiliser et d'autres données qu'on peut collecter pour mieux comprendre la situation qu'on étudie. Alors, ça, c'est les domaines sur lesquels on s'est penché, la prise de décision, l'accès aux ressources, les normes et croyances et la division des tâches. Si on se limite aux mesures validées, par exemple, si on pouvait, on pourrait faire des
mener des sondages sur différentes questions, sur la répartition des tâches, sur le temps passé, certaines activités, etc. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, par exemple, on peut demander est-ce qu'une personne est allée à la clinique de santé pour lui-même, pour une autre personne ou quoi? Alors, j'essaie juste au fond de vous dire que certains domaines sont plus faciles à évaluer que d'autres. Et si vous menez une enquête de nouveau, on pourrait creuser un peu plus dans ces aspects-là. On va avoir un cadre en tête parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de variables, autant pour les indicateurs que pour les résultats en santé. Et donc, on veut vraiment avoir un portrait clair de comment on veut procéder dans le cadre de ce modèle ou d'un modèle donné. Alors, voici certains de nos chiffres. On se penche ici sur l'autonomie et la prise de décision. C'est là qu'on a eu le plus d'associations quand on a fait nos analyses. Alors, pour rester plus concentré par considération pour le temps que nous avons, on va se pencher sur certains. Alors, ici, nous avons des disparités importantes. Par exemple, la question, la femme peut sortir de la maison et que ce soit pour faire des courses, pour aller sur un lieu de culte, quoi que ce soit. Alors, chez les femmes, 56% ont dit oui. Et il s'agit des échantillons pondérés ici. Alors, 56% des femmes ont dit oui, elles pouvaient sortir. Et seulement 46% ou 46,9% des hommes ont dit oui. Alors, ce genre de divergence pourrait être lié effectivement à des divergences dans l'interprétation. Et vous voyez ici une disparité plus grande. Alors, est-ce que la femme peut prendre ses propres décisions sur sa santé? 61% des femmes ont dit oui, contre 48% des hommes. Alors, on garde en tête que ça nous aide pour se faire une idée des disparités hommes-femmes et des perceptions liées à ces disparités. Dans d'autres exemples, ici, nous avons plus de convergence. Alors, par exemple, ici, la femme décide de combien d'enfants le couple aura. Alors, on est à 72% oui dans les deux cas, donc pas de divergence ici. Alors, parce qu'on a tellement de métriques, il peut être utile d'agréger les données. On veut que nos analyses soient reproductibles, bien sûr, le plus possible, surtout pour les organisations qui ne pourraient pas être en mesure de refaire les analyses, qui seraient limitées de ce côté-là. On pourrait utiliser donc des mesures pour l'ensemble des domaines. Donc, au lieu de ventiler par catégorie, comme on l'a fait ici, on pourrait y aller avec le questionnaire globalement. On pourrait aussi avoir des scores en fonction du domaine ou des questions par rapport à un domaine en particulier. Par exemple, ici, dans l'accès des ressources, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables à tenir en compte. Alors, on va donner un score cumulatif, donc ça peut être 0 sur 6, 4 sur 6, etc. Et on ne peut pas juste les passer rapidement, 1 à 6.
si une femme a travaillé la semaine passée versus la dernière année, il y a un certain chevauchement ici dans la question. Il faut bien prêter attention à cela et à l'enchaînement logique des questions. Si les gens à qui on a demandé si la femme avait son propre compte bancaire, s'il y avait seulement certaines personnes, c'est-à-dire qui ont pu répondre à cette question, alors il ne faudrait pas nécessairement inclure cette question-là, parce qu'à ce moment-là, ça va être confondant et donner un mauvais portrait de la réalité. Alors, une façon de faire serait de limiter le nombre de questions. Par exemple, la femme a son propre argent, elle a travaillé la dernière semaine et elle a un téléphone cellulaire. Alors, si vous avez un enchaînement de questions particulier, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Alors, si on se penche sur les normes et croyances, si l'homme dit qu'il a une justification pour utiliser la violence envers sa femme, ça peut être un indicateur majeur et vous pourriez choisir seulement certaines questions. On peut choisir une seule question pour un domaine, mais voilà, on a déjà mentionné que toutes les questions, bien sûr, comportent de multiples facettes. Alors, on veut vraiment rester attentif par rapport à des manières de compiler, d'agréger les données et de le faire avec ingéniosité. On peut utiliser un score par rapport à un sous-groupe de questions. Par exemple, 3 questions sur l'accès aux ressources, 4 ou 5 pour la prise de décision, etc. C'est ce que nous avons fait. Alors, je passe rapidement ici, mais je peux vous envoyer les diapos si vous les souhaitez. Maintenant, par rapport à l'analyse de données appariées, on va s'attarder donc à la portée et aux limitations d'une telle analyse. Bien sûr, ça dépend de la façon dont les données sont collectées. Est-ce qu'on peut lier les données au ménage ou selon la relation? Est-ce qu'on veut avoir une double validation, etc. Donc ici, en analyse agrégée, nous avons 329 personnes par ménage ici qui ont dit que voilà, les femmes ne peuvent pas sortir de la maison sans permission et 331 qui disent où l'homme dit oui, mais la femme a dit oui également. Alors maintenant, on a à peu près 1000 personnes ou 1000 appariements au lieu de 2500 qu'on avait pour l'enquête que je vous ai montré au début de ma présentation. Si maintenant on utilise une analyse d'échantillons appariés, dans ce cas-ci, bien sûr, on se limite au chef de famille auto-rapporté, auto-déclaré. On note ici que parce que nous avons fait un échantillonnage aléatoire, dans ce cas-ci, on s'attendrait à voir que les pourcentages seraient similaires, à moins qu'il y ait une raison particulière pour expliquer une divergence et le fait que les hommes disent plus ou moins souvent que les femmes telle ou telle chose. Donc, c'est un moyen de valider le processus si les pourcentages sont similaires. Alors maintenant, par rapport aux statistiques, brièvement, nous avons une description donc de ce qui serait l'hypothèse et les valeurs P à utiliser. Il y a différentes
façons de mesurer la convergence ou la divergence. Dans ce cas-ci, on a 106 plus 118 qui sont en accord, dont les réponses convergent. Donc, on a ici 30 et 33 de convergence des réponses. Donc, en gros, ça correspond à 30 plus 33 Quand on fait ensuite l'analyse statistique, on veut voir s'il y a une relation entre ces valeurs et on utilise le coefficient de Pearson à ce moment-là. Alors, on a encore quelques minutes. Je continue. Ici, par exemple, un axe, vous avez vos données et ici, le coefficient de Pearson n'est pas nécessairement la ligne qui représente la tendance de manière linéaire, mais c'est une question d'avoir un nuage de données. Est-ce qu'il est proche de la ligne de tendance ou est-ce que les données sont très réparties? Alors, c'est un outil qu'on peut utiliser ici. Donc, c'est préférable pour les données en continu qu'on utilise la corrélation Pearson ou le coefficient de corrélation de Pearson. Ici, voici un exemple d'analyse de données appariées. Nous avons donc l'accord, le coefficient de corrélation. Ici, selon la valeur P, qui est la probabilité, on verrait ces résultats s'il n'y avait pas d'association entre les deux. Alors, à ce moment-là, si la valeur est de telle, on s'attend à ce qu'il y ait une association qui explique les résultats. Alors, ici, si les femmes disent oui à une question et l'homme non, ou inversement, voilà, vous l'avez sur le tableau. Et si vous avez un arrière-plan en sciences, on voit ici une bonne convergence des réponses. Et c'est intéressant. Alors, cela étant dit, on voit beaucoup de résultats statistiquement significatifs entre ce que les femmes rapportent et ce que les hommes rapportent. Ici, pour vous montrer des cas de divergence. Ici, on a choisi 50% comme le seuil, donc c'est-à-dire qu'il y a une majorité, donc plus de 50%, qui serait en désaccord parmi les réponses. Alors ici, on a les hommes qui disent oui, les femmes qui disent non par rapport aux décisions de visiter des amis ou de la famille. Mais voilà, ici, le coefficient de corrélation nous dit que non, il n'y a pas d'association entre les deux. Ensuite, les femmes peuvent utiliser leur propre argent comme elles l'entendent. 50% des femmes disent non, certains pourcents des hommes disent oui. Ici, par contre, la taille de l'échantillon est un facteur à considérer. Il était restreint dans ce cas-ci. Alors, tester la portée de la signification des données est important ici. Juste un moment, voilà. Alors ici, on a 29% de divergence des réponses, mais c'est quand même significatif. Peut-être que ce serait dû à un échantillon trop restreint. Bon, parfait, on va sauter ceci. Alors, pour résumer, on avait 4 domaines, 30 variables.
Nous avons utilisé des scores cumulatifs. Beaucoup de questions étaient posées aux hommes, aux femmes, et les échantillons ont été analysés de manière à parier, mais avec certaines limitations. Et certaines des questions ont été posées seulement aux femmes, alors ça comporte une limitation également. Et généralement, il y a des divergences notables entre les réponses des hommes et des femmes. Avons-nous des questions à ce stade-ci? Une question. Alors, y a-t-il une question qui montrerait une tendance sur plusieurs domaines? Je ne sais pas trop ce que vous pouvez préciser la question si vous voulez. Par rapport aux tendances globales, on avait ici donc 4 domaines, comme je l'expliquais, qui s'appliquaient à la plupart des répondants. Normalement, donc on peut bien calculer les choses et si une question n'était simplement pas répondue, on est au courant. Je n'ai pas inclus tout à cause du temps qui nous est imparti, mais ici, il y avait des associations pour certaines questions. Et quand on agrège des données sur plusieurs domaines, alors, par exemple, si vous avez 4 questions, une sur laquelle il y a une forte corrélation et les 3 autres moins, si on met ça tout ensemble, alors on a une réponse quelque part entre les deux. Alors, c'est quelque chose à considérer. J'espère que ça répond à votre question. Oui, ici Dave, vous m'entendez? Oui, désolée que la question était difficile à comprendre. Alors, si on devait poser seulement une ou deux questions pour avoir une idée des dynamiques hommes-femmes dans une communauté, quelles questions utiliseriez-vous? Est-ce que certaines questions sont plus représentatives que d'autres des relations hommes-femmes? Ça, c'est ma première question. Je vous laisse y répondre. Alors, pas nécessairement de réponse pour vous. Euh, on s'intéresse à certaines nuances. Je crois que si vous voudriez avoir une question plus globale, alors on la poserait autrement. Par exemple, pouvez-vous quitter la maison sans permission à tout moment? C'est très différent de dire croyez-vous que vous avez un poids décisionnel important, par exemple. Alors, pouvez-vous prendre des décisions par rapport à votre santé? C'est une question très générale aussi. Euh, alors qu'il y a des questions beaucoup plus pointues comme qui devrait vendre la volaille ou le bétail. Oui, c'est une bonne question. J'ajouterais là-dessus euh, que j'aimerais bien qu'il y ait certaines questions euh, qui seraient plus faciles. Ça nous faciliterait les choses, bien sûr, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on fait, c'est une démarche exploratoire pour voir est-ce qu'il y a une façon de simplifier les choses. On peut aussi mesurer certaines choses. Et on a un collègue qui travaille sur une approche là-dessus, mais
On s'est penché sur 8 pays d'Afrique et on s'est penché sur 4 résultats en santé. L'une était la vaccination, l'indice de masse corporelle, par exemple, et on a comparé les associations et il n'y avait pas de motif qui ressortissait. C'est tellement fortement lié au contexte. Euh, on peut, voilà, avoir des réponses très diverses. On ne peut pas vraiment tirer de conclusion par rapport à, oui, voici la manière dont la relation homme-femme joue en matière de vaccination, par exemple. Mais avec les matrices, on essaie de rationaliser le processus, le rendre plus systématique pour pouvoir dire quelque chose, on espère qu'il soit significatif. Mais le processus peut être similaire, mais voilà, les résultats et les façons dont les choses se manifestent sont très, très spécifiques au contexte. Je sais que David avait une autre question. Oui, j'ai une autre question. C'est intéressant et je comprends votre réponse. Je me demande quelles seraient les raisons pour lesquelles les réponses sont différentes entre les hommes et les femmes. Oui, on a tenu beaucoup de discussions et ça pourrait, oui, être lié à des billets qu'Henri a mentionné, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y avait récemment eu dans les nouvelles quelqu'un qui a fait un sondage sur l'école à la maison euh, et la contribution au ménage. Les hommes avaient l'impression de contribuer beaucoup, alors que les femmes pensaient que les hommes contribuaient peu au ménage. Mais voilà, il y a des différences de perception à ce moment-là. Et je n'ai pas euh, une réponse définitive. On peut faire des suppositions. Peut-être que dans certains contextes, les hommes croient que la femme a une autonomie alors que la femme ne le croit pas. Ça dépend aussi de l'interprétation des questions. Alors, voilà, c'est vraiment très, 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 très propre au contexte. Je ne sais pas si Henri, tu as d'autres commentaires là-dessus? Alors, par exemple, une disparité qu'on voit ici, ces pourcentages sont très, très divergents. Et je me disais, voyons, c'est pas possible. 40% versus 92%, c'est énorme. Mais bien sûr, ça peut dépendre de la formulation de la question et de son interprétation, pardon, par la personne sondée. Aussi, ça peut dépendre de la perception euh, et les normes sociales sexospécifiques. Ça peut être propre à un groupe marginalisé ou un groupe autre. Alors, malheureusement, on ne peut pas vraiment connaître toutes les raisons. Bien sûr, c'est une enquête de couverture, alors on était limité, mais c'est pour ça que je crois qu'il est important d'avoir d'autres types d'études qui soient menées. Et c'est une optique importante en termes de couverture, mais on veut vraiment avoir d'autres enquêtes, d'autres études qui soient faites pour relever les choses sous une autre optique. Alors, pour continuer à ce stade-ci, on va parler des résultats en matière de santé. Nous avons défini nos résultats sur plusieurs paliers ou niveaux. Alors,
sur le plan individuel, vaccination contre le tétanos, supplémentation de fer lors de la dernière grossesse et avoir visité un centre de santé pour soi-même. Sur le plan familial, utilisation d'un condom lors de la dernière relation sexuelle et l'usage d'un contraceptif. Et voilà. Aussi sur le plan du centre de santé. Est-ce que vous avez eu un assistant qualifié à la naissance et pour les soins prénataux, etc. Certaines questions ont été posées seulement aux femmes qui ont accouché dans les 2 dernières années, dans les 2 années précédentes. Alors, ici, on a une forte couverture, 95% donc pour le vaccin contre le tétanos. Mais l'usage du condom à 10% seulement. Pour d'autres indicateurs, ça fluctue davantage, c'est à peu près moitié-moitié. Êtes-vous allé au centre de santé pour vous-même? La plupart n'étaient pas allés. Alors, on couvre beaucoup de domaines. Et pour certaines de ces variables, il y a une saturation, ce qui fait qu'on ne peut pas tout tester. Donc, si vous avez un modèle en particulier, vous avez seulement 26 personnes divisées par un indicateur quelconque, vous avez quelque chose qui est trop restreint en nombre pour être valide. Mais encore une fois, il y a plusieurs de ces résultats qui peuvent être variables. L'utilisation des condoms, ça peut être lié à leur pouvoir dans la relation. Une fois que vous regardez toutes les qualités du modèle, inaudible. Donc, voici tout ce que l'on utilise pour essayer de voir l'ensemble. Il y a des choses qui sont exclues parce que le modèle ne convergeait pas, par exemple. Vous avez les valeurs P dans les cellules, elles ne sont pas corrigées. On essaie de corriger soit par une correction ou des ajustements. Dans notre cas, pour être très exploratoire, on utilise le taux de découverte qui est moins strict, mais avec les modèles, on finit par trouver quelque chose parce qu'on a utilisé beaucoup de modèles. Quand vous faites ces travaux exploratoires, quand vous extrayez les mots, vous voyez des tendances qui se manifestent. Je les ai mis en code couleur en fonction de domaine. En bleu, c'est la prise de décision. Orange, partage du travail. Vert, accès aux ressources. Et jaune, les croyances. Par exemple, nous voyons beaucoup de signification ici. Ça, c'est au niveau de la contraception. Vous allez à l'établissement de santé pour vous-même. Et pour les variables de prise de décision et dans l'ensemble, il n'y a plus d'association au niveau de la prise de décision ici et là. Par exemple, même si les normes et croyances, on a posé beaucoup de questions dans ce domaine. Dans ce cas-ci, par exemple, en utilisant les condoms lors de la dernière relation sexuelle, la plupart des associations sont liées à la prise de décision, même si on posait le plus de questions ailleurs. Donc, c'est une façon de voir des tendances, mais encore une fois, vous devez faire des corrections. Et quand nous discutons d'ajustement, compte tenu que ces normes sexo-spécifiques ont des relations entre elles au niveau des variables familiales, comme l'âge, l'éducation, etc. Ça, c'est un graphique. C'est une façon de mieux comprendre ce que l'on devrait contrôler. Et la façon la plus détaillée, c'est de cartographier un graphique de vos facteurs confondants pour chaque indicateur relié au sexe. Ça, c'est le cadre général.
le cadre généralisé que nous utilisons, mais idéalement, vous regardez chaque modèle individuel et vous prenez votre temps pour trouver les facteurs confondants qui pourraient produire les fausses associations. Encore une fois, au niveau de la prise de décision, voici toutes les associations. Les indicateurs reliés au sexe sont à gauche et les indicateurs à droite. Ce sont toutes les associations après contrôle pour facteurs confondants et pour les taux de fausses découvertes. Et maintenant, ils sont triés par valeur P. Ceux qui sont plus susceptibles d'être une vraie association plutôt qu'une association nulle sous-jacente. Et dans ce cas-ci, nous voyons des résultats qui montrent des associations, par exemple, aller à l'établissement de santé pour elles-mêmes. Il y a 6 modèles qui étaient significatifs et des indicateurs reliés à la différence entre les sexes. Donc, prendre sa propre décision liée à la santé était relié à ces résultats le plus souvent. C'est logique d'un point de vue, mais être capable de prendre des décisions sur sa propre santé, c'était relié à ces issues liées à la santé. Et aussi, nous voyons que d'autres indicateurs qui n'ont peut-être pas ressorti tout le temps, ils se ressortent 2 ou 3 fois, mais de façon plus générale, prendre des décisions sur les achats et les ventes, c'est souvent relevé. Ça peut indiquer une autonomie financière, accès à des ressources. Donc, ce sont peut-être des domaines qui méritent davantage d'études pour comprendre comment elles se développent dans ce contexte. Et aussi, remarquez que les tailles des effets ici varient. Par exemple, la prise de décision sur sa propre santé, nous voyons une taille d'effet relativement semblable. À mon avis, inaudible. Mais 50 41 d'augmentation de la probabilité d'un de ces résultats. Par exemple, prendre ses propres décisions sur sa santé augmente la probabilité d'aller à l'établissement de santé pour soi-même de 28 Être capable de prendre ses propres décisions sur la santé augmente la probabilité d'utiliser la contraception. Mais nous avons d'autres variables avec des taux d'effet plus élevés. Dans ce cas-ci, par exemple, vendre du bétail augmente la probabilité de vérification postnatale de 22 Donc, on ne penserait pas que vendre du bétail affecte si on va avoir des vérifications prénatales, mais on le fait pour comprendre des tendances, les zones d'intervention, le pouvoir d'achat et de vente, et l'autonomie financière et la prise de décision. Et donc, le fait que la taille des faits soit si élevée ne devrait pas être mis de côté parce que ce n'est pas évident quelle est la relation directe, mais c'est un domaine qui mérite... mais vendre du bétail, c'est un indicateur d'une variable latente liée au sexe. Donc, prendre cette... inaudible. Et pour les normes sociales, ce que nous avons constaté, ce sont surtout les normes sociales négatives qui avaient des post-corrections significatives. Si une femme refuse les relations sexuelles, le mari va la réprimander ou son mari a le droit d'avoir du sexe avec une autre femme. Si vous êtes d'accord avec ces affirmations, ça diminue la probabilité que vous ayez des issues de santé favorables. Donc, il ne faut pas mettre de côté l'impact des causes, mais aussi les négatives peuvent affecter les soins de santé auxquels les gens ont accès. Et donc, dans l'ensemble, certaines des conclusions que nous avons observées au niveau de la phase analytique, la plupart de ces associations étaient au niveau de la prise de décision et les normes sociales. C'est celle qui soulève le plus de questions que le mari
par exemple, aient eu le droit de faire des réprimandes ou de se venger d'une certaine façon. Beaucoup des associations n'étaient pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau de la famille ou de l'établissement de santé, ce qui veut dire que la sexospécificité, c'était vraiment très généralisé. Que ce soit une visite par un travailleur de la santé dans la dernière année, on l'interprète de façon plus suggestive. Et en termes de partage du travail, je veux mentir que c'était difficile à évaluer. Et donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles on n'a pas trouvé d'association. Donc, même s'il y a plusieurs questions valables, l'enquête sur les ménages, ce n'est pas parce qu'on a vu de partage de ressources, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, certaines des façons de l'application au niveau des programmes, on aimerait avoir vos commentaires à cet égard. Nous avons constaté que les normes affectent les issues de santé. Cela montre l'importance de l'autonomie. Comprendre les effets sexospécifiques nous permet de mieux comprendre comment ces relations sexospécifiques peuvent affecter les interventions et la capacité d'atteindre les objectifs. Et dans cette veine, si nous pouvons modifier les interventions pour réagir mieux au contexte sexospécifique, nous pouvons accommoder les questions de genre et plutôt que d'avoir des interventions qui ne tiennent pas compte des différences de genre. Et donc, nous aimerions bien vous inviter à aller dans les petits groupes pour discuter comment vous pouvez utiliser ces outils. Et aussi, je vous invite à le faire par clavardage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les faire par clavardage. Et nous allons discuter tout de suite après. Pour sauver du temps, on va aller en salle en petits groupes, mais je vais discuter de toutes questions soulevées pendant la pause. Alors, je vais vous envoyer dans vos salles de petits groupes. Si vous n'avez pas fait ça auparavant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un bouton qui va apparaître sur votre écran. Vous l'acceptez. Ça va vous envoyer dans la salle que je vous ai assignée et on va y rester pendant 20 minutes pour la discussion. Et ensuite, on va vous faire un compte à rebours d'1 minute avant de revenir en plénière. Alors, lorsque je réfléchissais au pointage ou aux mesures combinées, je voulais vous montrer ce qui serait un exemple d'analyse supplémentaire. Dans ce cas-ci, ce sont des pointages de décisions additifs qui ont été répartis par éducation. Nous voyons qu'il y a différentes tendances. Ceux qui n'ont pas eu d'éducation officielle ont eu des pointages inférieurs, ceux qui ont eu leur secondaire plus élevé. J'en ai parlé seulement rapidement, au moins au niveau des mesures globales ou discriminées. Et il ne nous reste que quelques minutes, mais Diego avait une très bonne question. C'est peut-être relié davantage à la méthode plutôt qu'à la sexospécificité. Je ne sais pas si vous voulez essayer d'y répondre. Je suis d'accord que certaines des réponses sont peut-être biaisées en termes de désirabilité. Et comment peut-on tenir compte dans la collecte de données? Parce que quand on parle de sexospécificité, c'est très biaisé. Alors, c'est un enjeu qu'on devrait couvrir. Oui. Oh, désolé, Melinda. Allez-y, allez-y. D'un point de vue conception des questions, ce que vous pouvez faire pour sonder davantage, vous pourriez même faire des comparaisons très directes. Poser qu'est-ce que vous croyez qui devrait se produire dans votre ménage. Dans ce cas-là, je serais très prudent de la question à poser en premier. Si vous demandez de façon générale et ensuite ce qui se passe chez vous, les gens vont répondre différemment. Donc, il faut faire attention.
Mais il y a des façons de sonder et d'essayer d'obtenir des données plus précises, plus exactes. Comme Melinda l'a mentionné dans notre petit groupe, on voulait aller vers une approche comme un sondage de couverture. Et dans ce cas-là, nous essayons d'être prudents. On ne sonde pas avec autant de vigueur. Et j'aimerais mentionner que c'est quelque chose qui nous cause des difficultés avec beaucoup de questions. Si vous demandez aux gens ce qu'ils ont mangé ou donné à leurs enfants, ou quel genre de soins de santé ils ont obtenus pour leurs enfants, il y a beaucoup de biais intégrés à la question. Et je ne crois pas que les gens ont trouvé de bonnes façons de minimiser ce biais. Le côté nutritionnel, le monde de la nutrition a trouvé une façon, a trouvé des questions pour essayer de quantifier le biais de désirabilité sociale dans un sondage. On essaie de se baser sur une étude au Népal qui nous a aidés. Nous espérons essayer de voir comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est que vous mettez une série de questions qui vous permettent de le quantifier. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui y travaillent. C'est une question très difficile. Merci, Melinda. Et nous manquons de temps là. J'espère que vous avez eu des discussions intéressantes. Nous avons parlé de l'analyse, des analyses sexospécifiques et les mesures quantifiables et même les défis de l'enquête sur les ménages et même les contexte de fragilité humanitaire, ça aussi, c'est très important. Donc, j'espère que vous avez eu des discussions intéressantes sur l'applicabilité. Et sur le site Web, vous avez des outils. Il y en aura davantage qui vont être ajoutés. Nous allons avoir un article sur nos résultats, un document pour vous guider aussi sur comment le faire. Ce sont des outils que vous pouvez adapter et modifier et les utiliser dans votre contexte. Nous parlons aussi de la capacité des individus à entreprendre ce genre d'analyse dans leur organisation. Et c'est une chose que nous abordons avec cette compréhension pour faire en sorte que ce soit plus facile à reproduire. Et c'est ce que l'on veut communiquer dans notre guide. Donc, c'est vraiment un continuum de difficultés. Donc, ceci étant dit, nous aimerions vous remercier. Nous avons bien apprécié votre présence. Contactez-nous si vous avez des questions. Consultez nos ressources. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, on aimerait bien les entendre. Et maintenant, je vais demander à Jessica de clore la session. Alors, merci beaucoup, Rosemary. Merci, Henri. Merci à tout le monde de l'équipe Johns Hopkins. Nous avons des participants qui ont été avec nous à chaque session. Vous pouvez les contacter, que ce soit Melinda, Talalta ou Jessica, si vous voulez faire des suivis suite à aujourd'hui. Et comme dernière information, plus tard cet après-midi, nous allons vous envoyer un sondage pour obtenir vos commentaires sur l'amélioration à venir à ces formations. Donc, prenez un instant pour compléter ce sondage. Et comme on l'a mentionné au début, on va vous envoyer un courriel pour vous dire où les enregistrements sont disponibles. Plusieurs d'entre vous allez avec nous la semaine prochaine avec notre dernière édition. Nous allons travailler sur l'échantillonnage à la même heure, midi, heure de l'Est, mardi prochain. On va vous envoyer un courriel avec le lien pour cette session plus tard cette semaine. Alors, au nom de nous tous, chez CanWatch, merci beaucoup. À nos collègues de Johns Hopkins, merci à vous tous pour être venus aujourd'hui et bonne journée.